Alors bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 mars 2016, jour de conférence online. À ma droite, Theodore Stanton de chez Haussmann Consulting Group qui va vous faire une présentation macro en fait sur justement l'économie US. Theodore, je te laisse te présenter et puis on va démarrer cette nouvelle session, donc je te laisse un peu présenter le titre qui est le décryptage de l'économie américaine et de ses opportunités d'investissement. Bonjour Sylvain, merci pour l'invitation. Donc effectivement le sujet aujourd'hui c'est dans la configuration de marché actuelle, c'est de se dire qu'est-ce que l'économie dans sa globalité et qu'est-ce qu'on peut faire notamment vis-à-vis des US. Parce que grosso modo on a un rebond là, qui a commencé à la mi-février. Ça soutient les marchés, ça soutient les capitales européennes, ça soutient les émergents, le crédit c'est pas mal resserré. Les banques centrales ont déjà fait leur show, on est un petit peu tranquille jusqu'en juin. On a eu pas mal de chiffres économiques, on a eu une vague assez mauvaise aux États-Unis sur la période janvier-février, et puis mars s'annonce un petit peu meilleur. Aujourd'hui, la grande question que tout le monde a, c'est est-ce qu'on est à la fin du cycle économique? Ça fait bien plus longtemps qu'un cycle habituel. 2008-2016, on en est à 8 ans. Et la question, c'est combien d'années nous reste-t-il devant nous? 1 an, 2 ans, 3 ans, ou peut-être 3 mois. C'est un petit peu la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Parfait, je vais aussi te demander un petit peu ton parcours, parce que justement on en parlait juste avant la présentation, qui est plutôt intéressant. Tu as bossé en société de gestion, donc tu as été limite trader à un moment. Oui, alors j'ai été gérant au PCVM pendant un certain nombre d'années, sur des fonds plutôt de performance absolue. Alors performance absolue, peux-tu juste définir le terme pour notre audience? C'est-à-dire que contrairement à certains fonds traditionnels qui ont pour objectif de battre le CAC 40, nous notre objectif de performance annuelle, c'est faire mieux que zéro, c'est faire un profit, donc qui se mesure finalement au risque qu'on va prendre en termes de volatilité et la performance qu'on va rapporter à nos investisseurs, principalement institutionnels en fin d'année. Voilà, donc la différence avec d'autres fonds, c'est que si par exemple le CAC 40 fait moins 10% et que le fonds fait moins 10 ou moins 5, c'est considéré comme une bonne performance. Problématique à laquelle Théodore n'était pas soumis, il avait une problématique qui était haute, lui il devait absolument faire de la performance. Donc il ne devait pas faire moins 5 ou moins 10, il devait faire plus 0, enfin 0 ou plus 5 dans une année, ou même si un marché était baissier de 10 ou 20%. Voilà. C'est ça l'idée, donc c'est varié entre les zones géographiques, varié entre les différentes classes d'actifs, donc vous pouvez être à la fois long sur les obligations, vous pouvez changer en cours d'année. L'idée effectivement c'est d'anticiper le cycle économique, zone par zone, pour trouver des opportunités de gagner de l'argent, donc que ce soit à la fois sur les actions, ça peut être typiquement sur le forex, sur les matières premières. Il y a un certain nombre quand même de sources d'investissement qui sont disponibles auprès de tout le monde aujourd'hui pour justement générer de la performance dans des marchés qui peuvent être baissés, dans des marchés qui peuvent être volatiles, dans des marchés qui peuvent être alimentés par les banques centrales. Voilà, excellent. Alors du coup, je vais te laisser un peu présenter, poursuivre ta présentation. On passe sûrement à la slide suivante. Exactement. Alors l'idée c'est que je pense que le cœur du sujet aujourd'hui c'est les États-Unis. Il y a plusieurs sujets, effectivement. On a une vraie problématique sur l'industrie. On va essayer d'en voir un petit peu les tenants et les aboutissants, voir le point de vue des ménages. Dans les différentes présentations que vous avez pu avoir aujourd'hui, beaucoup ont parlé justement de la consommation comme moteur. C'est le moteur de croissance historique des États-Unis. Qu'est-ce que l'emploi aux États-Unis? Et évidemment, la finalité dans tout ça, c'est qu'est-ce que va faire la Fed et comment la Fed peut influencer sur toutes les classes d'actifs. Donc ça ne se limite pas uniquement au S&P 500, mais ça va aussi toucher évidemment tous les taux d'intérêt, ça va toucher le forex, et puis ça risque de toucher tout le monde. Alors Théodore, je vais te poser la question que l'on pose à tous les intervenants. Hausse des taux en 2016, oui ou non? Et si oui, combien? Alors, j'avais déjà annoncé la hausse des taux en 2015, c'est passé in extremis. Et pour 2016, ouais, il y en aura encore. Il y en aura encore combien? Probable 2 max. Donc tu es un peu comme Denis, c'est juin, décembre. Ouais, ça me paraît une bonne anticipation. Aujourd'hui, en tout cas, juin est de nouveau dans le calendrier et décembre va correspondre effectivement à la deuxième. D'accord, bon, parfait. Alors, on va continuer. Voilà. Alors, c'est peut-être le sujet, on a entendu beaucoup parler sur la fin d'année, sur les chiffres de croissance de 2015, c'était tout ce qui était les stocks. Les stocks ont extrêmement augmenté, à défaut parfois de vente. Alors on sait que les ventes n'ont pas été si mauvaises que ça, mais c'est surtout une problématique de stock qui n'a pas été écoulé. Alors, un peu provocateur, j'ai mis la fin du tapering sur le graphe que vous pouvez voir.
on voit que depuis la fin 2014, on a quand même une augmentation des stocks dans tous les secteurs. Ça va évidemment des stocks de pétrole que vous connaissez, mais aussi dans l'industrie et dans tout ce qui est le commerce de gros. Donc il y a quand même un certain sujet, et c'est problématique, puisque si vous avez des stocks, qui vous dit que vous avez besoin de produire, puis vous en avez déjà assez. Alors, la production industrielle, elle a énormément chuté. C'est probablement, si vous aimez bien trader avec de la donnée macroéconomique, c'est quelque chose que vous allez regarder. C'est la production mois sur mois de l'activité américaine. Donc c'est un indicateur un petit peu anticipé, assez rapide. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une grosse différence entre la production manufacturière et tout ce qui est production d'énergie, qui est une des composantes de la production industrielle, puisque comme vous le savez, les stocks de pétrole sont extrêmement hauts et pèsent. Et c'est valable aussi pour les minerais, que ce soit aux États-Unis, mais aussi notamment en Chine et dans un certain nombre de pays émergents. Alors, le secteur manufacturier avait extrêmement chuté. Je vous rappelais de l'ISM, vous devez connaître cet indicateur. C'est une balance d'opinion au niveau des directeurs d'achat sur comment ils entrevoient la croissance d'un mois sur l'autre. 50, c'est zéro, c'est une croissance nulle, et puis au-dessus, c'est positif. Donc là, vous avez un indicateur, ça c'est la Fed de Philadelphie, qui est un indicateur sur tout ce qui est les nouvelles ventes. Alors, comme vous voyez, les stocks ont extrêmement pesé sur la fin de 2015. On est passé sous la barre des zéros, l'équivalent du 50 dans cette enquête, et on a eu un rebond fort sur mars sur cet indicateur. On a eu la même chose sur la Fed de Richmond. Donc on pourrait espérer que, en tout cas, le trou d'air qu'on a connu en janvier-février est en tout cas en partie disparu, avec un des facteurs, je pense, qui est proéminent, c'est celui du dollar. Denis Ferrand en parlait ce matin, avec la question du coût horaire, par exemple, manufacturier, et puis les stocks, comme je viens d'en parler. Alors, ça c'est un graphe qui est un peu plus obscur, qui représente en fait les pourcentages de points dans la croissance. Donc c'est la contribution, par exemple s'il y a deux de croissance, bien là 0,5, c'est 0,5 sur les deux dans la croissance aux États-Unis. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a deux facteurs qui étaient importants dans l'investissement. C'est la partie résidentielle. Quand on dit résidentiel, on pense notamment aux maisons. C'est valable aussi pour tout ce qui est commerce, etc. Je vais rentrer évidemment dans le non résidentiel. Alors dans le non résidentiel, ça a été la chute terrible, notamment une chute qui est très impactée par tout ce qui était structure et l'extraction minière, ou qui avait soutenu l'économie notamment sur l'année 2014, mais aussi 2013, 2011, 2012, comme vous pouvez le voir. Ce que vous voyez en rouge, c'est le sentiment sur l'investissement sorti des enquêtes manufacturières aux US. Et comme vous voyez, on était très très positif encore à la mi-2015, alors qu'aujourd'hui la contribution marginale attendue sur 2016, c'est à peu près 0,5 points comme soutien à l'économie. Alors ça veut dire quoi sur le long terme? Ça veut dire que le PIB aux US, il ne va pas être soutenu par l'investissement, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de retournement sur cet indicateur-là. Donc où est-ce qu'il faut chercher le moteur? Il faut le chercher effectivement sur la consommation. Il va falloir le chercher ailleurs que sur les stocks pour le moment, puisque comme on l'a dit, ils étaient un petit peu élevés. Donc le vrai sujet, ça va être la consommation, et ça va dépendre des ménages. Donc en gros, le dossier à suivre dans les mois qui arrivent, pour un petit peu anticiper ce qui va se passer aux États-Unis, c'est de suivre tout ce qui est consommation, indicateur de consommation. Totalement. L'idée, c'est de voir si déjà cette partie manufacturière redresse, si on n'est pas dans ce qu'on appelle le canari dans la mine de charbon. Ça c'était le coup de grisou. Donc si le canari meurt d'abord, en fait, c'est que ça va exploser derrière. Donc la question, c'est est-ce que en fait l'industrie va-t-elle faire chuter les services? Les services, c'est le premier créateur d'emplois aux États-Unis. Donc il y a vraiment cette question, est-ce que c'est un indicateur avancé? Est-ce qu'on est sur le pic du cycle économique aux US? Le rebond qu'on vient de voir sur mars, qu'on a vu sur les marchés actions et qu'on a vu sur un certain nombre de chiffres économiques, suggère que, ouf, pour l'instant, on n'a pas atteint le pic. Pas autant dire qu'on est sorti d'affaires. Donc il y a quand même des sujets qui restent importants, mais oui, c'est vraiment la consommation, c'est ce facteur, ce coussin, ce référentiel qui permet de dire est-ce que la croissance US va être comme dans sa moyenne des dernières années. Donc pour toi, le rebond qu'on a observé depuis mi-février est expliqué par justement ce facteur consommation? Alors aujourd'hui, c'était plutôt, déjà il y avait une aversion qui était énorme et qui s'est retrouvée sur des pricing complètement, je dirais, exacerbés par le manque de liquidité sur le pricing de l'inflation à long terme. Donc on a eu quand même des anticipations au niveau de la BCE, etc., qui ont redressé cela, et on a eu aussi je dirais un souffle sur l'euro-dollar qui a permis aux États-Unis de survivre un petit peu mieux.
Donc le phénomène stock semble avoir été un petit peu disparu justement grâce à ce janvier-février. On a récupéré de la marge de manœuvre. Maintenant, il faut voir si on concrétise sur mars. En tout cas, ça ne suppose rien pour le reste de l'année. Donc il faut avoir quand même une perspective relativement prudente sur l'industrie comme le moteur de croissance aux US, clairement, puisque au niveau mondial, on est quand même dans une baisse très forte de l'activité. Alors, les différents sujets qui ont poussé à un peu moins de pessimisme, en tout cas de notre côté sur janvier-février, c'est tout ce qui était le flux de marchandises. Et comme vous voyez sur la première partie de l'année, donc là c'est un graphique qui représente le fret dans tout ce qui est ferroviaire aux États-Unis, un meilleur moyen de transporter la marchandise. Et vous voyez quand même que l'activité était là et qu'on est quand même sur les 10 premières semaines au-dessus de la moyenne de 2014 et de 2015 à la même période de l'année. Donc on était quand même sur une activité qui n'était pas en train de s'effondrer, ce qui était le pricing du marché sur janvier-février, il ne faut pas l'oublier. On a un peu le même résultat sur les camions, c'est aussi un gros indicateur de fret. Donc on a quand même une activité qui ne s'est pas arrêtée aux États-Unis, elle a molli, mais ce n'était pas la fin. Alors, sur cette petite conclusion très rapide, donc un gros trou d'air sur janvier-février, on ne peut pas le contester, hein. Les durable goods orders, donc les ventes de biens durables aux US hier l'ont confirmé. Ce qui est très clair, c'est que l'USD, le dollar américain a joué très fortement là-dessus. Mars s'annonce moins mauvais, mais on va attendre les confirmations pour revoir des perspectives de croissance à la hausse pour le PIB. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de changer. Les prochains chiffres qui vont tomber dans les semaines à venir seront déterminants pour savoir justement si on a une suite du rebond ou c'est la fin du rebond. Tout à fait. La vraie question, effectivement, c'est aujourd'hui on a une balance d'opinion. C'est quelque chose c'est une opinion, c'est non tangible, c'est pas des chiffres. Donc est-ce que ça s'est vraiment transmis dans l'activité? Et si oui, ça c'est un vrai signe positif. Et c'est ça qui peut déclencher effectivement un mouvement de taux de la Fed, justement pour d'autres problématiques qui sont hautes, qui sont l'inflation, etc. L'investissement, comme je disais, il faut attendre rien du tout sur 2016. Le moteur, il sera sur la conso. Donc le moteur de croissance, en fait, le référentiel qu'il faut surveiller, c'est consommation. Ouais, à peu près aujourd'hui, c'est le vrai sujet. C'est notamment, on le dit souvent, hein, c'est est-ce que la baisse du pétrole, votre facture à la fin du mois elle est moins chère, vous allez utiliser votre voiture, il vous reste de l'argent, qu'est-ce que vous faites à cet argent? Vous avez plusieurs choix, vous allez épargner, vous allez rembourser vos dettes, ou vous allez simplement vous faire plaisir et consommer. Alors, sur le long terme, est-ce qu'on est en fin de cycle? Il y a des choses qui sont plutôt positives. Le parc productif, donc les machines, tout, sont extrêmement vieilles. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que si l'économie veut réinvestir, si la productivité remonte, eh ben, on a quand même cette réserve d'investissement qui peut être là. On peut investir là-dedans. On n'est pas obligé de faire que des rachats d'actions pour soutenir sa valeur. Alors, sans trop tarder, je passe tout de suite directement au ménage. Hein. Vous avez compris, c'est le nerf de la guerre. Donc déjà, est-ce que les ménages américains sont heureux? La réponse est oui. Les ménages américains, ils sont heureux. Ils sont aussi heureux qu'entre 2004 et 2007. On pourrait croire que c'est pas le cas, vu ce qu'on a pu lire sur les marchés, que les Américains ne consomment pas, qu'ils votent pour de la contestation, mais en fait... Alors ça va être intéressant justement, comment on détermine qu'un ménage est heureux? Justement, quelles sont les caractéristiques, les composantes du calcul? Alors aujourd'hui, dans les enquêtes de confiance, c'est une balance d'opinion, on leur demande si leur situation s'est améliorée. Donc votre situation s'est améliorée si vous avez pu remplacer votre machine à laver et que ça ne vous a pas coûté une fortune. Vous êtes heureux si votre salaire a augmenté. Vous êtes heureux si votre conjoint qui n'avait pas d'emploi a un emploi aujourd'hui. Donc finalement, quand on se dit l'emploi augmente chaque mois, oui, on comprend que la population elle soit heureuse, parce que finalement, il y a encore plus de gens qui travaillent. Mais dans le même temps, ce qui est assez paradoxal, c'est que le taux de participation, il se réduit. Oui, alors après, il y a des facteurs démographiques. Sans rentrer principalement dans les détails, vous avez le vieillissement de la population, vous avez le fait qu'aux États-Unis, on était sur un groupe de nouveaux entrants qui n'allaient pas forcément très très loin dans les études. Aujourd'hui, les gens font ce pari, les taux sont bas, ils vont faire des études supplémentaires. Donc aujourd'hui, on a un pool de nouveaux entrants qui bac plus 5, etc. Donc finalement, qui rentrent plus tard, donc ce taux de participation décline, puisque finalement, par rapport au nombre de gens qui prennent dans la population active, ils sont moins nombreux que la pyramide des âges, je pourrais le supposer. On a aussi le facteur du fait qui fait que les demandeurs d'emploi de plus de 2 ans ne rentrent plus dans le mode de calcul aussi. Donc on pourrait aussi voir ce chiffre de cette façon-là, un peu plus pessimiste. Voilà, mais il y a aussi des nouveaux rentrants, donc tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Exactement. L'avantage, c'est qu'on est toujours un petit peu sur le principe que si on fait une transaction entre deux personnes sur les marchés, c'est qu'il y en a un, si moi je vous vends mon action, c'est que je pense qu'elle va baisser, et si vous me lâchez, c'est que vous pensez qu'elle va monter. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Le pire des cas, c'est que tout le monde soit d'accord, parce que
Si tout le monde pense que ça baisse, vos stocks ils servent à rien, on gappe à la baisse et vous pouvez rien faire. Il faut surtout pas essayer d'arrêter, comme on dit, l'adage, le couteau qui tombe. Alors pourquoi les ménages augmentent, sont contents? Alors la question, on entend souvent, ouais, la hausse des salaires, c'est pas vraiment ça, l'inflation, c'est pas vraiment ça. Mais ce qui est vraiment important quand vous pensez à la consommation, quand vous pensez à une entreprise, c'est le cash disponible. Le cash disponible, c'est à la fois c'est votre nombre d'heures travaillées, c'est votre salaire multiplié par votre salaire horaire, plus le nombre de personnes qui travaillent. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui croît de façon linéaire. Aujourd'hui, vous avez 200 000 à peu près création d'emplois en plus par mois. Et c'est ce revenu-là disponible en plus pour les ménages, c'est ce revenu en plus pour votre épargne, c'est ça qui joue. Et c'est ça l'élément important. Alors là, pour calculer justement cette courbe, justement, vous avez pris quelle Alors ça, quelle donnée? c'est le bureau d'abord statistique, c'est le BLS, ouais. Voilà, c'est l'organisme américain qui se charge de faire ce calcul avec les NFP. Et on peut simplifier ça en multipliant effectivement, comme je vous disais, le nombre d'heures travaillées fois le nombre de personnes qui travaillent. Et ça vous donne en fait le nombre d'heures totales travaillées dans l'économie. C'est ça l'industrie. L'industrie, c'est vous avez combien de personnes qui travaillent chez vous finalement. Et c'est aussi là où il est important de voir le facteur d'ajustement qui est les heures travaillées. Donc si vous voyez, ce serait la productivité des travailleurs qui augmenterait. C'est pas la productivité, au contraire, elle va décliner. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand vous regardez la période de 2009, vous voyez que les heures sup au niveau national, il n'y avait personne. Donc je les ai additionnés en fait à la semaine traditionnelle, c'est une semaine d'un peu moins de 35 heures. C'est pas parce qu'ils sont à 35 heures, c'est tout simplement parce que c'est une moyenne et qu'il y a des gens qui sont à temps partiel, etc. Ici, on a le nombre d'heures travaillées, d'accord, les années, et ici... Voilà. Et là, c'est l'indice total, le index average total hours. Donc là, en fait, pendant les années de la crise 2008-2009, on a eu vraiment comme une espèce de baisse de motivation, etc. Et puis là, on revient sur des niveaux assez près 2008 en fait. Ouais. Alors, pour voir ça sur un plan macroéconomique, ou penser à l'échelle d'une énorme entreprise, si vous créez 200 000 emplois par mois, mais que les gens bossent 200 000 au niveau national et que les gens bossent 0,2 heures par semaine en moins, au total, le nombre d'heures dans l'économie US est plus faible. C'est ce que vous voyez dans les petites baisses. Ces petites baisses que vous voyez sur le graphe, c'est l'économie qui stagne aux US. Il n'y a pas cette croissance-là. Donc c'est plus important que les 200 000 créations d'emplois. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Bon, je pense que c'est un concept que vous commencez à comprendre. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous regardez les derniers points, donc janvier-février, vous voyez que les heures travaillées ont encore baissé. Donc on a créé des emplois, on a travaillé moins. C'est ça en fait, quand la production manufacturière diminue, vous baissez, dans votre usine, vous dites aux gens, c'est bon, pas besoin de faire tourner la machine plus, on en a déjà assez. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on mesure en fait un petit peu le PIB, c'est comme ça que vous voyez si l'économie elle est en train d'accélérer. C'est un indicateur de productivité alors? C'est de la production en tout cas au niveau national. Okay. C'est la façon rationnelle de faire le lien juste entre les créations d'emplois. Les créations d'emplois c'est bien, mais si vous réfléchissez en termes de chiffre d'affaires pour une entreprise, c'est combien vous produisez quoi. Et c'est la production et c'est la vente. Donc les ménages sont contents, ça stabilise un peu, mais dans l'ensemble, il y a peut-être un peu moins de gens qui travaillent, mais en tout cas le revenu est mieux distribué. Donc dans l'ensemble, ça favorise toutes les classes de population. Et donc c'est aussi ça pour la consommation. Ouais, parce qu'on avait surtout les ménages les plus pauvres qui étaient quand même un petit peu exclus. Faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a quasiment 45 millions de personnes qui sont au ticket alimentaire. C'est quand même pas négligeable. Et donc c'est ça aussi qui joue, parce que c'est aussi un réservoir de consommation de la part de ces personnes-là. Alors, les ménages, leurs dettes, qu'est-ce que c'est? Ils ont des dettes un petit peu variées, c'est vraiment les questions dans les fins de cycle. On en est quand même plus près de la fin que du début, au bout de 8 ans. C'est peu probable que le cycle économique fasse 16 ans, dans quel cas on serait dans la première moitié. La dette sur tout ce qui était études, les student loans, c'est un petit peu un cas spécifique, mais dans l'ensemble, le reste, comme vous voyez... Alors il y en a certains justement en plus qui titrent le student loan comme la prochaine bombe à retardement. Alors c'est un vrai sujet, mais ça fait la news du Wall Street Journal depuis 2010. Donc si vous avez shorté les student loans en 2010, effectivement c'était un vrai sujet. Maintenant vous avez une grosse intervention de l'État derrière, et c'est l'État qui est le premier porteur derrière, et c'est lui qui subit en fait le retard de paiement. Le taux d'épargne des ménages, il est quand même relativement conséquent, on est à un peu plus de 5% aujourd'hui. On est quand même dans une économie qui est plus prudente que dans les années 2000 à 2005.
2005-2008, où là on était en dessous de 3%. Donc il y a quand même un réservoir, en tout cas de stabilité financière au niveau des ménages, et il y a un petit peu d'optimisation sur prendre du crédit, même calcul que vous faites vous quand vous dites bah, je ne vais pas toucher à mon PEA, et finalement pour ma voiture je vais prendre un crédit parce que les taux sont hyper bas, et que ou je fais un leasing parce que sur 6 ans bah, c'est peut-être plus simple, et que je peux avoir besoin du cash pour une opportunité, parce que je veux m'agrandir en termes d'appart, je veux faire plein de choses, quoi. Alors, l'un des gros sujets, des éléments positifs, hein, c'était les ventes de voitures. C'était un petit peu une ligne droite hein, aussi depuis 2009. On avait un vrai sujet pareil, parce que les gens n'avaient pas renouvelé leur voiture en 2010, 2011, 2012. Forcément, vous êtes au chômage. Vous aviez 11% de la population, hein, comme en France. Vous vous dites, je vais garder ma voiture 6 ans à 9 ans, c'est tout à fait très bien. Mais il y a un moment où, quand le prix du pétrole a baissé, quand on vous propose de grands discounts, vous y allez, et ça a été un des vrais sujets moteurs sur l'économie. Donc ils ont été présents, on s'attend à ce que le chiffre de mars soit extrêmement bon aussi. Donc on est sur une croissance qui est un peu en plateau à la fin sur les ventes de voitures, hein, parce que c'est quand même assez démographique. Donc grosso modo 18 millions de voitures par an, et c'est quand même, ça va avec un certain nombre de services en plus, c'est une économie qui s'alimente comme pour les maisons, où vous allez racheter des canapés, des frigos, etc. Donc là, le graphe que vous voyez, c'est une étude du BLS encore, qui présentait le parc moyen et l'âge des voitures sur différentes années. Et vous voyez que en fait, les voitures de 11 à 20 ans avaient extrêmement progressé. Alors quand on vous dit une voiture de 11 à 20 ans aux États-Unis, c'est une voiture qui consomme 15 litres au 100. Je pense qu'à 15 litres au 100, quand le pétrole est à 4 dollars le gallon, vous switchez. Et c'est ce qui s'est passé, les gens ont switché. Alors aujourd'hui, ils reviennent sur des véhicules qui consomment un peu plus, mais en soi, c'est quand même de l'activité pour les vendeurs de voitures, et bon, pour toute cette industrie qui quand même s'en est pas mal redressée. Je ne vais pas m'attarder trop sur les voitures, mais je pense qu'il faut parler de l'immobilier. Je ne vous reviens pas sur le graphe que je vous ai montré avec la contribution de résidentiel. La contribution dans le résidentiel, c'est à peu près 0,3 points dans le PIB. C'est-à-dire que sur les 2% de croissance qu'on peut espérer sur 2016, il y en aura 0,3 à peu près qui viendront encore de l'immobilier. Et il y a plusieurs sujets. Le vrai sujet, en fait, qu'est-ce qui motive la vente de maisons? Il y a les maisons qui sont trop vieilles qu'on renouvelle, mais il y a aussi un principe d'offre et de demande. Et la question, c'est quand toute la génération Y, hein, les 25-35 ans grosso modo, décide de rester plus longtemps chez papa-maman, ça ne fait pas de demande pour de l'immobilier, donc ça ne fait pas de pression sur les loyers, puisqu'il y a un parc immobilier qui est vide. Mais ça a changé. Depuis 2014-2015, on voit une forte progression des gens qui se reforment dans les ménages. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'il faut construire des biens immobiliers, ça veut dire que les loyers vont augmenter parce que vous aurez moins d'appartements vides, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis c'est vraiment aussi important pour la consommation, parce que vous aviez partagé le frigo de papa et maman, aujourd'hui c'est fini, vous devez acheter votre propre frigo. C'est des vrais sujets, parce que c'est ça qui motive la consommation derrière, donc la démographie est extrêmement importante et les habitudes de consommation aussi. Alors je reviens juste sur la dernière slide, donc la croissance de la population aux États-Unis, c'est 2,4 millions par an, à peu près sur les dernières années. La croissance du nombre de ménages, c'est à peu près 1,2 million par an. Donc il y a des moments plus ou moins cycliques, où quand l'économie boom, les gens ont tendance à prendre leur appartement, etc. Et puis quand l'économie n'est pas bonne, on reste en coloc pour maintenir un loyer bas, etc. Donc il y a un vrai côté cyclique là-dedans. Mais c'est aussi cette dynamique qui est importante à court terme aux États-Unis, puisque c'est quand même quelque chose qui est, comme vous voyez, assez long et cyclique, donc qui est plutôt positif encore pour l'année 2016. Alors, un truc que vous avez probablement vu si vous tradez un petit peu sur les US, c'est les ventes au détail. Alors les ventes au détail, elles sont publiées chaque mois. C'est une enquête qui est faite par le Census et qui vous dit est-ce que la consommation en valeur, en milliards d'euros, elle a augmenté ou elle a baissé d'un mois sur l'autre. Alors elle est volatile, comme vous voyez, d'un mois sur l'autre. Elle va dépendre de la consommation de pétrole, elle va dépendre de ce qui faisait beau, ce qui faisait pas beau. Donc on va regarder un certain nombre d'indicateurs. Alors déjà on va regarder ce qu'on appelle les Personal Consumption Expenditures. Donc ça c'est un indicateur qui est un petit peu moins volatile parce qu'il ne prend pas des choses qui sont aussi sensibles à la variation du prix par exemple du pétrole à la pompe, parce que ça joue énormément. Et on voit quand même qu'il y a une belle progression d'une année sur l'autre, que l'inflation des prix dans ces biens pour les particuliers c'est 1,7% par an,
Et donc tout ce qu'on nous a dit sur la consommation, elle n'est pas bonne en janvier-février, bah déjà cet indicateur, lui, en janvier, il n'avait pas la même opinion. Et on pense que sur février, il n'aura pas la même opinion et que la consommation, bah, finalement, elle est quand même encore un petit peu là et qu'on n'est pas dans ce scénario alarmiste qu'on pourrait avoir. On voit très bien la différence avec 2015. 2015, c'était la paralysie, la neige, etc. On ne le revoit pas sur 2016 aux États-Unis, donc le phénomène de consommation sera plus important dans le PIB pour le premier trimestre. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les ménages ? Le revenu des ménages continue de croître, pas forcément uniquement par les salaires, mais surtout parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à travailler. Donc c'est ça qui va soutenir la consommation, donc il faut réfléchir en comptes nationaux si on veut s'intéresser aux entreprises dans leur globalité, notamment si vous réfléchissez au S&P. Les ventes au détail sont très satisfaisantes en volume, parce que en rythme manuel, c'est pas terrible, mais c'est un indicateur. Si vous regardez la news quand elle sort, c'est publié en valeur, donc en dollars. Et quand les prix baissent, bah forcément ce nombre il baisse. Mais en fait, si vous regardez en nombre de litres, par exemple, de gasoil, bah ça augmente. Donc ça, c'est quand même des sujets qui sont importants, parce que c'est ça qu'on mesure dans le PIB. Dans le PIB, on mesure une croissance qui est réelle, et c'est pas une croissance avec l'inflation. La démographie est un facteur positif, ça va soutenir tout ce qui est l'immobilier, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça reste un des facteurs pour l'économie en 2016. Et la dette des ménages, on peut écrire pas mal de sujets là-dessus, mais aujourd'hui, c'est relativement peu un sujet d'inquiétude, parce qu'il y a de l'épargne, il y a un réservoir disponible, et qu'on a une capacité d'absorption. On s'inquiétera plus quand on sera vraiment arrivé au plein emploi, et que la seule possibilité qui peut arriver, c'est que l'emploi diminue. Évidemment, là, la dette des ménages deviendra plus problématique si elle continue d'augmenter. Est-ce qu'on n'est pas déjà au plein emploi, dans la mesure où on a un taux de chômage qui est vraiment bas aux États-Unis ? Si on dit plein emploi, ça veut dire qu'on ne crée plus d'emplois. Donc là, pour l'instant, on s'en approche très fortement. C'est la raison de mon sujet d'après qui est sur l'emploi, mais c'est une bonne question. Et on va regarder justement cette logique de plein emploi. Et ben c'est parti. Alors, l'emploi et l'arrêté du secteur tertiaire. Pourquoi le secteur tertiaire ? Parce que je vous ai fait l'intro sur l'industrie, mais ce qui est important, c'est évidemment les services, parce que c'est là où on crée le plus de valeur, et c'est là où on crée le plus d'emplois. Alors, c'est ça, vous avez vu les créations d'emplois mensuelles aux États-Unis. Si vous regardez les 3 derniers mois, donc c'est les petits points jaunes, on est quand même sur des chiffres qui sont relativement forts. C'est-à-dire que janvier et février, c'est pas du tout le marasme qu'on nous indique via l'industrie et via certains PMI, donc ces enquêtes d'opinion. Alors pourquoi ? Alors déjà, il faut se méfier. C'est la raison pour laquelle l'emploi, les indicateurs le marché aurait pu rebondir sur le PIB. Sur les emplois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait que c'est quand même un indicateur qui est un peu retardé. Alors on essaie de regarder plus court terme, en général. Ce qu'il vaut mieux regarder, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça, ce sera beaucoup plus rapide. Déjà, vous gagnez par semaine. L'emploi, c'est une fois par mois. Donc, vous savez que dans ces marchés, 3 semaines sur l'information avant, ça fait une grosse différence sur le PNL. On sait qu'on peut ajuster par les heures travaillées. Donc, comme je vous l'ai dit, on a créé 200 000 emplois, mais vous avez vu, les heures travaillées, ça cachait une autre réalité. Donc en fait, c'est ce que le marché a vu, il s'est plus focalisé sur cette partie-là, il s'est aussi focalisé sur le salaire horaire. C'est vraiment les questions qui sont à mettre en perspective. Et puis on sait évidemment, vous le savez tous, que recruter quelqu'un ou licencier quelqu'un, c'est quelque chose qui a un coût, mais qui est aussi technique, parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir retrouver la personne dans 3 mois. Les personnes ne sont pas fongibles, on ne peut pas échanger une personne contre une autre, il y a des spécificités, et c'est surtout ça qui joue. Alors, ce que je voulais illustrer, c'est cette spécificité des gens. Donc ici, vous avez une courbe qu'on appelle la courbe de Beveridge, qui est une courbe macroéconomique. Alors c'est un peu compliqué. En fait, vous avez sur l'échelle des abscisses, vous avez le taux de chômage, et sur l'échelle des ordonnées, vous avez les créations d'emplois. Normalement, plus le nombre de créations d'emplois augmente, plus c'est facile de trouver un emploi, donc plus le taux de chômage doit être faible. Alors en fait, vous voyez que la courbe, elle s'est un peu décalée. Alors pourquoi elle se décale ? Parce que, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on crée des emplois, mais il n'y a personne pour y répondre, et du coup le taux de chômage est plus fort. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, si on aurait dû être sur la partie jaune, parce qu'on crée autant d'emplois qu'à l'époque avec le même taux de chômage. Non, ça marche pas, c'est-à-dire qu'il y a des emplois qu'on ne trouve pas. Donc c'est la difficulté à recruter. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas forcément la compétence. Je sais pas, on voyait les annonces, faut être data scientist, manque de peau, c'était pas votre formation, vous n'avez pas cette compétence. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça peut arriver aussi. Les États-Unis, c'est un grand pays. Si la création elle se fait sur la côte ouest et que vous êtes sur la côte est, d'un côté national, vous avez effectivement de la création d'emplois, mais il n'y a personne pour y répondre.
Vous avez évidemment les personnes qui sont non formées, c'est aussi la même logique, on a formé des gens à des métiers qui aujourd'hui ne débouchent plus, et donc il faut se reformer. Donc là-dessus, c'est là où l'État intervient, avec des formations, c'est ce qu'on retrouve aussi en France, où on met l'accent sur la formation sur les chômeurs, parce que sinon, vous avez ce problème-là, de vous pouvez avoir créé autant d'emplois que vous voulez, il n'y a personne pour y répondre. Donc là, on a du temps, c'est comme des cycles longs, hein, former quelqu'un ça prend du temps, et donc c'est les actions qu'entreprend aussi la Fed et le gouvernement américain pour résoudre ce problème-là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on ne parle pas vraiment encore de plein emploi, parce qu'on crée des emplois, mais on n'a pas la personne pour y répondre. D'accord. Ce qui fait que les personnes qui sont là pour y répondre aussi sont plus rares. Donc elles ont aussi la capacité de mieux négocier leur salaire. Et donc c'est la question de est-ce que les salaires doivent monter. Ok. Alors est-ce que les salaires doivent monter? Bah oui, les salaires ils ont monté. Ils n'ont pas augmenté tant que ça. Par contre en salaire réel, donc si je retire l'inflation, bah, ils ont bien monté. Alors là c'est le salaire brut, le salaire horaire. Donc je vous ai mis plein d'indicateurs différents. Parce qu'il n'y a pas une seule vérité sur ces indicateurs. Donc vous avez l'Employment Cost Index qui inclut les bonus. Les bonus c'est quand même un sujet quand même important, même dans l'industrie. C'est que ça peut représenter 10 à 15% de votre rémunération, alors que le salaire horaire brut, bon ça c'est quand même un peu plus spécifique. Mais on est quand même sur des chiffres qui sont relativement importants. On est à 2,5 à la fin 2015 par exemple. C'est plus que la croissance aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a quand même une redistribution et c'était plus que l'inflation. Donc voilà, on a comme un facteur positif. Alors c'est pas l'accélération fulgurante, mais on a quand même des choses positives et donc on regarde ça. Parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a plein de raisons de s'imaginer que le salaire monte et c'est aussi la logique de la Fed derrière, de dire on va pas attendre que les salaires explosent. Et on essaye de contenir ça et de réallouer un petit peu les ressources pour favoriser le plein emploi. Ce n'est pas à peine que certains métiers prennent 10% de salaire et puis que d'autres soient au chômage. Alors, les services. Alors, on a eu avant-hier un indicateur qui s'appelle le Markit sur les services. L'idée c'est comment l'industrie s'est comportée, on le sait, comment s'est comporté les services. En général, on le sait rarement avant les NFP, avant l'enquête de l'emploi. Ce qu'on a vu, c'est que janvier-février était une mauvaise année. Là, vous avez le point par rapport aux années précédentes. Vous voyez, janvier avait commencé comme l'année 2013, en termes d'opinion. Et en termes de rattrapage, 2016 sur mars, on rebondit. C'est un petit peu le souffle. Là aussi, on l'a vu dans les services. On s'est quand même un peu inquiété de ça. Donc aujourd'hui, c'est plutôt positif. Donc on se dit, bon, on a quand même une marge de manœuvre sur l'économie américaine, ce qui fait qu'une politique de remontée de taux de la Fed n'est pas complètement remise à l'écart. Et on peut imaginer des pressions encore inflationnistes, tout ça, ça reste encore d'actualité, même si aujourd'hui on est dans un équilibre très précaire, je tiens à le rappeler, ce qu'on a vu auparavant. Alors, petite conclusion rapide, salaire progresse, faiblement c'est relatif, mais en tout cas plus vite que l'inflation, puisque comme vous savez, l'indice global n'est pas très haut. Le trou d'air sur l'économie s'est fait sentir sur les heures travaillées, la productivité va en pâtir, elle en a même déjà pâti. Ce qu'on va s'intéresser évidemment, c'est derrière, qu'est-ce que ça fait en termes de revenus, en termes de consommation. Le taux de chômage structurel, la vraie question dont parlait Sylvain tout à l'heure, on s'en approche, clairement, donc il y a des vrais sujets derrière sur l'emploi. Et quand même, ne désespérons pas, les perspectives sont meilleures, donc a priori, c'est pas la chute pour tout de suite. Mais bon. Alors, maintenant vous me dites, mais le FOMC, c'est quand même l'indicateur qui va jouer à fond sur le S&P, ça va jouer à fond sur l'euro-dollar, ça va jouer énormément sur les taux, si certains investissent sur les marchés de taux. Il y a des vraies problématiques, et là-dessus, il faut voir quelle est l'anticipation à la fois du marché pour ne pas se retrouver avec un mispricing, penser que le marché a déjà anticipé plein de choses et il ne l'a pas fait, ou que inversement, il est beaucoup trop pessimiste ou beaucoup trop pessimiste. Alors, le vrai sujet, clairement, c'est l'inflation. L'inflation, elle continue de progresser sur les indices core, donc un peu moins volatile, un peu moins sensible au phénomène du pétrole. Donc là, on a quand même une vraie progression. Donc ça alimente quand même pas mal le sujet de la Fed. Les prévisions de la Fed sont relativement basses là-dessus, mais c'est un vrai sujet.
Et c'est un vrai sujet surtout si on regarde les taux, parce que, comme vous voyez, 2,5% d'inflation à court terme, même si vous prenez l'inflation sur 10 ans anticipée, vous dites, est-ce que mon bonds américain, il va me couvrir juste pour ça? C'est-à-dire que, est-ce que je vais être rémunéré que l'inflation? C'est pas ce qu'on cherche quand on investit sur une classe d'actifs. Comme je disais, moi mon benchmark c'était 0, mais vraiment le benchmark pour les clients, clairement c'est l'inflation. Si je leur apporte moins que l'inflation, ça va pas les aider beaucoup, puisqu'à la fin de l'année, ils seront moins riches qu'en début d'année quand ils ont confié leur argent. Là, il y a juste un petit. Alors, juste. On a quand même deux données contradictoires, parce qu'on a le CPI qui baisse, mais dans en même temps l'inflation qui monte. Est-ce qu'il y en a un des deux qui ment? Il y en a un qui est vraiment sensible au pétrole, qui est l'indice général, qui a donc les graphes jaunes et orange, alors que l'autre c'est la partie moins volatile. Il y a plusieurs mesures, on peut prendre la moitié, on peut prendre 80% du panier en éliminant les points extrêmes pour avoir dans l'ensemble est-ce que tous les prix montent. C'est comme si. Parce que en fait, ce qui est ici en jaune et en orange, c'est le CPI mais global, non corps. Ouais. C'est-à-dire qu'il intègre les éléments volatiles tels que la vente de tabac, pétrole, etc. Exactement. C'est comme si je vous disais, tous les biens ont augmenté sauf les tomates et du coup votre ratatouille a baissé. Voilà. Alors on enlève celui qui est trop extrême et du coup on a un chiffre un peu plus proche de la vérité. Voilà. Et surtout, ça veut dire que si le pétrole se calme, les autres ils ont un sous-jacent, ils ont une tendance structurelle à l'intérieur d'eux. Pourquoi le prix de tel ou tel bien augmente? C'est de la demande, etc. Le pétrole c'est spécifique. Donc si le pétrole ça s'arrête, demain vous avez tout qui part. Parce que vous enlevez juste un élément qui comptait beaucoup. C'est ça la vraie question. C'est un petit peu le pétrole qui est le boulet que traîne en ce moment. Le pétrole, le gaz, tout ce qui intervient, même vous avez le prix de la baguette, on sait qu'il baisse pas, mais vous avez les matières premières agricoles qui ont baissé aussi, donc il y a un certain nombre de facteurs. Alors, une vraie question, et c'est peut-être la question la plus importante pour la Fed aujourd'hui, c'est le dollar. Je pense qu'il y a beaucoup de gens convaincus. Le c'est que tout le monde suit. Non, mais il y a un vrai sujet et je pense qu'aujourd'hui, imaginez que le dollar peut continuer de s'apprécier parce que d'un côté, la BCE fait son programme d'achat et qu'on a des taux négatifs et qu'aux États-Unis, on monte les taux, c'est une utopie à court terme. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'industrie manufacturière a souffert énormément de ce truc-là. Et je voudrais vous le montrer aujourd'hui, c'est la balance commerciale des États-Unis. Donc c'est la différence entre ce qu'ils importent et ce qu'ils exportent. Donc ça veut dire que comme ils sont très riches, le dollar est fort, ils exportent vachement plus, ils importent vachement plus qu'ils n'exportent. Et vous voyez que finalement si vous regardez l'indice sur l'USD, vous vous dites ok c'est pas grave. Parce que finalement on était à 42 depuis 2012 et on est grosso modo toujours à 42 milliards de déficit par mois. Mais en fait non, en fait ce truc là, il se concentre uniquement dans l'industrie manufacturière. Et là c'est le moteur de croissance de l'économie US, le sujet cher à Donald Trump actuellement, c'est ça le vrai sujet, c'est cette économie qui, vous voyez, a décroché en 2014 avec le dollar. Donc il y a une vraie problématique, et finalement le fait que le discours se soit un petit peu calmé, qu'il y a, je pense, une meilleure communication en termes des banques centrales, et puis que c'est moins le choc, c'est un peu stabilisé, les gens ajustés, etc. Bon, c'est un peu mieux maintenant, mais c'est clairement l'énorme frein pour l'économie. Et le dollar est un vrai danger pour l'économie américaine. Et ça, c'est un truc qu'il faut surveiller tout le temps, parce que comme vous voyez, les points là que vous voyez en jaune un peu extrême sur 2015, c'était très spécifique. Mais sinon, la dernière valeur, c'est la pire. C'est la pire depuis 2006. Donc on sait, dans ce genre de cas, c'est pas bon signe. Donc faut pas réfléchir trop longtemps pour se dire que le dollar... un dollar US trop fort, c'est mauvais pour l'économie US. Voilà. Alors, les dot points, je sais, si vous avez vu, ça vient du communiqué de la Fed, donc son publication trimestrielle, c'est où est-ce qu'ils anticipent les taux à chaque fin d'année. Alors je l'ai ploté parce que le graphe de la Fed qui est à gauche, comme vous voyez, c'est les points de chacun des 17 membres votants. C'est pas forcément pratique. Donc moi j'ai pris déjà une approximation assez basique, c'est le point qui représente le 8e, il y en a 7 au-dessus, 7 en dessous, et où est-ce qu'on est en termes d'anticipation. Donc c'est ce que vous voyez en pointillé, c'est ce qu'ils attendent à la fin de l'année. Bon, grosso modo ils attendent 0,85 à la fin 2016, donc ça veut dire 2 hausses de taux. Le marché par rapport à ça, on serait à peu près là. On est là, on est ici à la fin 2016, voilà, on est un tout petit peu en dessous de 1. Voilà, donc ça c'est et j'ai mis en face la courbe des contrats futurs. Alors c'est les Fed Funds, donc c'est un contrat du Fed Funds, c'est équivalent de durée 30 jours pour le mois de décembre. Donc qu'est-ce que le marché anticipe qui sera payé par la Fed à la même période.
Et donc vous voyez que le marché, grosso modo, attend deux hausses de taux supplémentaires. Le FOMC s'est ajusté, il attend plus que 2 hausses. On est loin des 3-4 qui pouvaient être le cas en décembre dernier. Le marché n'y croyait pas, la Fed s'est ajustée à la baisse. Comme vous voyez, elle attend à la fin 2018 3%. Le marché n'y croit pas du tout, parce que là on serait vraiment loin. 2018, juste pour montrer aux auditeurs, on s'attend à peu près, on est à peu près... Donc là 3% attendu par le FOMC. Alors que le marché ici est plutôt sur à 1,8. 1,8. Enfin 1,8 pardon en décembre, et maintenant aujourd'hui ils sont encore plus bas, ils attendent à 1,25. Donc on attend vraiment, on n'attend plus rien. Donc c'est pas un indicateur fiable, puisque de toute façon ça va bouger, mais ça vous donne en tout cas l'anticipation de marché. Donc clairement, si l'économie US venait à réaccélérer un petit peu, ça ne durera pas 10 ans, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le marché n'est pas prêt. Alors, est-ce que ça te dirait juste, Théodore, qu'on commence à répondre à quelques questions, parce qu'il est sûr. déjà 55. Ouais. Juste pour les auditeurs. Hop, alors, on va essayer peut-être juste mettre les questions ici à droite. Alors, on a une question qui nous dit de Serge, hausse des taux veut dire baisse du dollar et baisse des indices US. Alors la baisse du dollar, elle n'est pas forcément directe, mais je pense que c'est un sujet qu'on peut imaginer. Alors après ça dépend si on parlait de l'euro-dollar, hein, mais en tout cas comme vous voyez, le sujet de la hausse du dollar, il y a vraiment énormément de freins en face. Et pour la baisse des indices, il y a un vrai sujet. Clairement, on sait qu'historiquement, à chaque hausse de taux, ça fait baisser la Fed. Pourquoi? C'est l'actualisation des flux futurs. C'est vous allez faire 50 de revenus l'année prochaine. Si le taux d'actualisation, donc la valeur de l'argent demain rapporté à aujourd'hui, fait que ça baisse, votre intérêt il est moins fort. Et puis inversement, vous pouvez aller placer votre argent à la banque et votre revenu sera beaucoup plus sûr. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et donc ça clappe clairement la performance du S&P. Alors la Fed, elle a plein de sujets, comme vous l'avez dit. Elle a le sujet de l'inflation, vrai sujet. Elle a le sujet des salaires. Elle a le sujet du dollar. Et elle a un autre sujet. Elle n'est même pas sûre que baisser les taux, ça fasse monter l'inflation. C'était une des questions qu'avait évoqué Boulard cet été. C'était un des vrais sujets. C'est en fait, comme on a tellement baissé les taux, on a tellement financé de projets à pas cher, qu'on a abaissé le prix de revient unitaire. C'est ce qui s'est passé sur le pétrole. Le pétrole était rentable beaucoup moins. Donc on a créé des surproductions. Et à force de créer des capacités de surproduction, on abaisse le prix des biens à la sortie parce qu'on produit plus. Donc même si on consomme plus, on n'a pas autant de revenus qu'espéré. C'est surtout qu'on va produire beaucoup plus parce que en fait on finance des projets qui ne sont pas viables. Et donc en abaissant ce truc-là, on peut rentrer dans un cycle où on fait baisser. Donc en même temps, comme ils sont pas sûrs que maintenir les taux extrêmement bas extrêmement longtemps, c'est aussi une réflexion qu'ils ont par rapport à ça, de stimuler un peu la perception de l'économie. Alors on a Tony qui nous dit vraiment très intéressant, difficile à mettre en œuvre de façon concrète, l'impact du dollar fort ainsi que ses conséquences peut se faire ressentir sur quelle échéance? Les élections aux US peut avoir également son lot de mauvaises surprises, qu'en pensez-vous? Merci, nous dit Tony. Ouais. Je pense que je vais passer directement à ce qui était ma conclusion globale. Alors, hop. Slide combien? Vas-y. Tac. Bon, ça vous retrouverez, de toute façon on mettra les slides disponibles. Donc ça c'est la petite conclusion, voilà, quelles opportunités, quels risques. Alors déjà les vrais sujets actuels pour tous les gérants, qu'ils soient institutionnels, gérants de sociétés de gestion, c'est la gestion de la liquidité. On a un vrai sujet actuellement. La liquidité, c'est vraiment ce qui se discute partout. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on doit construire ces pauses. Si on pense à des pauses de long terme, si on fait de l'allocation pour soi à l'horizon de 3 ans. Pour ceux qui sont plus traders, c'est la gestion d'exposition overnight. C'est est-ce que vous allez rester exposé? Est-ce que vous êtes rémunéré pour ce risque? La réponse, elle est probablement non. Et enfin, la gestion des corrélations. Parce que, vous le savez, la diversification, elle n'est pas là aujourd'hui. Et tous les acteurs vont quand même un peu dans le même sens, que ce soit sur les marchés actions, mais aussi même sur les autres classes d'actifs. Alors je vais passer. Donc, juste pour synthétiser, aujourd'hui c'est beaucoup plus pertinent de faire de l'intraday que de garder des positions overnight, si je comprends un peu. En tout cas, il faut clairement revoir à la baisse son allocation, je dirais directionnelle, parce que les marchés sont pas si directionnels, ils sont compliqués à dire. On disait. Il y a eu plusieurs études qui montraient qu'on était sur des périodes de plateau, et c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on observe actuellement sur les marchés actions en tout cas. Et c'est vrai que par rapport à ça, ça sert à rien d'aller chercher du directionnel. Il y a de la volatilité, autant se rémunérer sur la volatilité et aller chercher du directionnel sur des petits points, sur des petites pépites de valeur. Alors, comme je vous l'ai dit, je pense que vous avez compris, l'USD, je pense que c'est pas vraiment le meilleur véhicule.
Le graphe à droite, c'est les anticipations de marché. Donc ça, c'est les positions sur les futurs à la CFTC. Comme vous voyez, le marché qui était très très short de l'eurodoll a complètement disparu. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, le marché, il est dans cette logique-là. Donc si vous jouez des retournements, des choses un petit peu comme ça sur l'eurodoll, vous avez plus ce vecteur-là. Donc, ce qui était le vecteur de retournement, vous voyez à la fin 2015, quand on est sur des positions records, ça dure jamais très longtemps. Hop, on rattrape dans l'autre sens. Là, vous avez plus cette visibilité. Donc pour l'euro-dollar, déjà, c'est clairement un sujet. Je pensais par rapport à l'euro, je pense que c'est un vrai sujet. Le marché action, je pense que beaucoup de gens en ont parlé, c'est relativement cher. C'est un métier de stock picking actuellement. Et l'intraday, plus que le directionnel. Les taux américains, à court terme, protection nulle contre l'inflation. Vous n'êtes pas rémunéré sur du 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans contre l'inflation. Sur le très long terme, sauf grosse chute de l'économie à 5 ans, ça ne va pas le faire. Donc où aller? À yield US, on oublie, pour la question de liquidité. Vous voulez rentrer dans un fonds, vous voulez jouer en direct si vous avez cette capacité-là, ça va être extrêmement difficile. Vous avez le risque que tout le monde à un moment ne soit d'accord avec vous sur le fait que les spreads vont s'écarter et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Alors, les stratégies de diversification qu'on connaît, traditionnelles dans les portefeuilles, si vous faites une allocation un peu patrimoniale, on a vachement parlé de l'or. L'or a bien performé sur janvier et février, avec la Fed behind the curve, donc ils remontraient les taux très tardivement alors que l'inflation est ailleurs. Si vous voulez garder ces stratégies-là en portefeuille, moi j'aurais tendance à conseiller de regarder aussi l'argent. L'argent est très peu cher vis-à-vis de l'or, donc ça peut être une opportunité à regarder. Et l'effet est similaire dans les périodes, hein, quand ça monte très très fort sur l'or, ça monte très très fort sur l'argent. Donc autant jouer le rattrapage en plus là-dessus. Et si vous voulez peut vous exposer en risque sur l'or en directionnel, il y a un spread or-argent qui peut être joué via un certain nombre de stratégies qui peut faire la même chose. La liquidité, on l'a dit, hein, c'est le nerf de la guerre. Donc jouer la volatilité, c'est une bonne stratégie. Elle est pas chère sur les options. Donc vous pouvez jouer du VIX. Vous pouvez construire vos stratégies basées sur la vol et justement profiter de cette volatilité intraday qui est quand même très forte. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est aujourd'hui, je pense, la source de génération de performance pour les sociétés de gestion. C'est comme ça qu'elles génèrent leur alpha par rapport au bêta du marché. Et c'est vraiment, je pense, encore la stratégie à court terme jusqu'à juin pour les investisseurs institutionnels. Pour jouer la stabilisation et l'amélioration de la conjoncture nord-américaine, je vous ai dit, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. La consommation, elle est encore là, la démographie joue plutôt en notre faveur. Ce ne sera pas l'année de tous les records. Mais du coup, le S&P, on le paye un peu cher. Donc il faut regarder les voisins, et notamment, je pense, les émergents qui ont des bases solides en termes de démographie, des démographies beaucoup plus fortes, des consommations domestiques qui sont beaucoup plus fortes. Et là, alors effectivement, on perd en liquidité, mais bon, il y a aussi Futur, ETF et autres qui peuvent apporter cette liquidité et qui peuvent être intéressants, en tout cas, pour ceux qui cherchent à prendre un peu plus de risques. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut regarder? Il y a le CAD, donc la devise canadienne, elle est extrêmement peu chère par rapport au dollar US. Il y a un petit peu de relance budgétaire qui a été annoncée. Le TSX, donc c'est l'indice action local, c'est pas mal aussi. Il y a un biais matière première. De Toronto. Exactement, tout à fait. Et on voit, alors c'est à titre anecdotique, hein, parce que ça ne fait pas modifier le PIB, hein, mais on voit que les achats transfrontaliers des Américains sont en train d'augmenter très fortement, alors que ceux des Canadiens qui viennent faire leurs courses aux États-Unis a disparu complètement. Question de taux de change. Hein. Question de taux de change. Donc arbitrer ce taux de change, ça peut avoir un sens. On a d'ailleurs fait un espèce de plus haut sur le taux de change USD CAD qu'on a observé en janvier, février 2007. Exactement. Et on assiste à un retournement de la devise canadienne qui se reprend face au yen japonais, au dollar US et même à l'euro. C'est un pays qui a quand même des perspectives économiques qui sont pas mauvaises. En plus, si vous jouez et qu'il ne se passe rien, vous avez un carré positif. Les taux canadiens sont supérieurs aux taux US. Donc ça veut dire que pour jouer, vous ne perdez pas d'argent. C'est déjà mieux hein, que pour certaines devises. Donc non, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, c'est très corrélé au pétrole, hein, parce que dans l'indice général, il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'extraction minière et évidemment de l'extraction pétrolière, hein, énergie aussi, hein, il y a le gaz. Hein. Mais voilà, ça c'est un vrai sujet. C'est quelque chose de très très liquide, c'est quand même un marché intéressant. Je voudrais quand même parler un petit peu des autres, hein, parce que pendant mes expériences de gérant et de responsable économique sur la zone nord et sud-américaine,
j'ai aussi couvert les autres pays. Donc bah, voilà, il y en a d'autres qui ont de la consommation interne, qui ont une démographie favorable, peu de dette. La dette, hein, c'est quand même important. La dette de l'économie, c'est la capacité à faire une relance budgétaire. C'est le Pérou, c'est le Chili. Le Mexique, c'est un petit peu plus dur, effectivement, parce qu'ils ont une vraie dépendance vis-à-vis du pétrole. Et par contre, là, attention au dollar, au peso mexicain, parce que c'est un hedging pour toutes les grosses tables de négo. C'est la devise la plus liquide en termes de flux, donc faut pas se faire coincer sur cette devise. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour couvrir une position en investissement local, si on veut se couvrir son investissement sur le Bovespa, ça va coûter extrêmement cher. On va parler de dizaines de pourcents annuels pour la couverture. Ah oui. Alors que le MXN, c'est moins cher, tout simplement. Donc ils choisissent tous le MXN. Et c'est beaucoup plus liquide. Les contrats futurs, par exemple, sont énormes. Donc pour énormément d'acteurs, c'est un vecteur intéressant. Le Brésil, on en parle beaucoup dans l'actualité. Il y avait encore des gros sujets, des gros articles dans les journaux. Si vous voyez l'indice de confiance dans l'industrie, c'est un petit PMI. Ça a l'air mieux. C'est pas non plus la folie. L'amélioration de la balance commerciale, elle est là, donc c'est plutôt bon en théorie pour le BRL, mais ça s'est fait par une diminution énorme des imports et des exports, donc une activité qui se contracte énormément, et juste au différentiel fait que les imports ont baissé plus fort que les exports, et ce qui fait qu'ils récupèrent un peu d'équilibre. Maintenant, il y a beaucoup d'autres sujets qui viennent jouer sur le BRL, donc attention, n'allez pas tout de suite sur le Brésil. Maintenant, comme vous voyez, on vous dit beaucoup de choses, il y a peut-être des éléments positifs à l'horizon de 3-4 mois sur le Brésil, donc à regarder. Mais c'est dangereux. Voilà. Après, on parle de l'Afrique, c'est pas ma spécialité, je pense qu'il y aura des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler et vous présenter des sujets qui sont valables dans ces pays. Mais sur le MEA, donc si on prend en plus l'Europe, ne pas oublier l'Europe du Nord. La Suède, grâce à sa politique de taux négatif, a une activité qui est quand même assez exceptionnelle. Donc il y a aussi des opportunités sur ces marchés-là, sur cette devise-là. Donc à regarder avec prudence, bien entendu, concevoir son allocation avec, je dirais, un certain degré de compétence et ne pas hésiter à se faire aider là-dessus auprès de ses conseillers. Et on a aussi quand même, il ne faut pas l'oublier, une amélioration des données économiques périphériques, soit l'Espagne, l'Italie. Ça reste encore volatile, mais dans l'ensemble, la base est bonne, sur l'emploi, ça commence à s'améliorer. Donc, il ne faut pas rester focalisé sur le CAC, sur le DAX. Et il y a quand même d'autres places en Europe. Il y a d'autres places en Europe. Alors, ce serait l'erreur d'avoir alloué tous ses œufs sur le CAC, parce que c'est un marché qu'on connaît bien. Et il faut regarder les autres. Et puis, on a quand même un sujet. La BCE annonçait quand même plein de choses en mars. Aujourd'hui, elles ne se sont pas réalisées. Et donc il est important de voir aussi comment ça va se traduire dans les chiffres et vraiment dans l'activité. Alors quand on regarde les gros marchés, vous prenez le CAC 40, c'est surtout des grosses boîtes, donc très tournées commerce mondial, etc. Mais si vous regardez des capis qui sont plus déjà larges, les SBF 250 et autres, vous avez quand même du tissu local, et c'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Italie, donc il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur les large caps. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui spécialisés justement sur ces medium et small caps qui ont présenté des choses relativement intéressantes, où il y a des vraies opportunités en termes de pricing, en termes de développement économique. Et donc voilà, il faut chercher les opportunités. Ce qui est clair, c'est que le trend haussier des 6 dernières années, il est un peu derrière nous. Aujourd'hui, on est plus sur des plateaux, et donc il faut du coup abaisser la voilure dans la globalité, et puis vraiment chercher dans le spécifique, quoi. Voilà. Bon, les questions-réponses, on a déjà commencé à les prendre. Alors on va terminer juste avec une dernière question, et puis je vais laisser tes coordonnées ici. Donc si vous voulez joindre Théodore, c'est ici sur Twitter @TT Stanton sur Twitter. Ensuite vous avez LinkedIn, bien évidemment. Donc, ça marche aussi. voilà. Et puis les mails, j'essaie de répondre assez vite. Ceux qui veulent joindre Théodore, qui ont des questions auxquelles on n'a pas forcément pu répondre. Alors on a Rida qui demande: est-ce que l'incertitude géopolitique actuelle aura-t-elle aussi un impact non négligeable sur l'économie américaine ? Il y a un peu de sujet. Le sujet, il est surtout sur le pétrole, puisque en fait, on avait, comme vous avez vu, un peu le graphe de la balance commerciale, toute la partie importation avait vachement diminué. Les importations hebdomadaires de pétrole, journalières, c'était 7 millions de barils le jour. Ça commence à remonter un petit peu, donc ça veut dire qu'il va falloir
parler un petit peu à ses voisins, il va falloir parler aussi au Moyen-Orient. Ouais. Et donc il y a des vrais sujets et on ne peut pas se reposer uniquement sur la production domestique qui avait fortement augmenté, 9 millions de barils jour. Mais comme vous avez peut-être pu le voir, le nombre de puits en activité baisse, la production commence à baisser. Donc, et puis les États-Unis, il faut savoir, consomment 18 millions de barils jour à peu près. 9 millions, c'est qu'un baril sur deux de la consommation au jour. Donc on ne peut pas faire autrement, il faut aller sur les voisins. Alors après, ils ont des stocks. Ouais. Alors on a IDM qui dit tout à fait d'accord avec vous sur l'effet plate en ce moment, pas beaucoup de tendance même sur le Forex. Bah écoutez, il est 14h10, on a un petit peu dépassé sur l'horaire, c'est pas grave. Bah, merci à toi Théodore d'être venu chez nous. Ça me fait très plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs? Bah voilà, on a des auditeurs qui disent très intéressant, bravo et merci. Un dernier mot? Écoutez, non, je pense que sur la location, voilà, prudence, mais croyez pas que tout est fini pour les États-Unis, ils ont une capacité toujours à nous surprendre. Et puis regardez de près, regardez la consommation. Et, le taureau de Wall Street est donc pas mort. Le taureau, non, mais pour l'instant il a la tête basse. Il a la tête basse. Et l'ours le nargue, mais il peut encore lui mettre un bon coup de corne. On a l'ours ici, on a le taureau là. Ben voilà, mais tout le monde a ça. Voilà. Bon écoutez, Théodore, merci à toi Sylvain. d'être venu. Prochain point de marché en tout cas dans moins de 5 minutes ça sera Vincent Gann en live. Et ensuite, on redémarre dans 5 minutes, 14h15. Donc restez connectés sur la salle de trading. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous voulez joindre Théodore, vous avez ses coordonnées en fin de webinaire, donc qui sera disponible en replay. Et en tout cas sur Twitter, vous pourrez le joindre. Donc je vais le taguer dans pas longtemps. Il n'y a aucun souci. Merci à tous et à tout de suite sur dailyfix.fr.